Ma sœur a causé l'accident qui m'a laissée paralysée. Maintenant, elle publie des photos de ses fiançailles avec mon fiancé dans le restaurant où il m'avait demandé en mariage. C'est là que j'ai finalement réalisé que l'accident s'était produit un mardi soir pluvieux, où Amber avait insisté pour conduire parce que j'avais fait une journée de travail de 12 heures et que j'avais l'air épuisée. Elle était toujours si protectrice. Ma petite sœur, celle qui se souciait de tout le monde avant elle-même. L'autre conducteur a grillé le panneau stop, mais il a percuté mon côté parce qu'Amber avait donné un coup de volant instinctif pour se protéger. Elle a dit que n'importe qui aurait fait la même chose. La police était d'accord. Aucune charge n'a été retenue. Juste de la malchance et des routes mouillées. Ma moelle épinière a été sectionnée au niveau T6. Paralysie complète de la poitrine vers le bas. Amber s'en est sortie avec un coup du lapin et une culpabilité qui la faisait sangloter chaque fois qu'elle me voyait à l'hôpital. Elle a quitté son travail de serveuse pour s'occuper de moi. Elle a emménagé dans l'appartement que je partageais avec mon fiancé Luc parce que j'avais besoin d'une assistance 24 heures sur 24. Elle a dormi sur le canapé pendant 3 mois, refusant d'utiliser la chambre d'amis parce qu'elle ne méritait aucun confort après ce qui s'était passé. Luc était reconnaissant pour son aide, car son travail de consultant nécessitait des déplacements, et il ne pouvait pas être là tout le temps. Ils ont développé une routine. Amber me préparait le matin, m'emmenait à la kinésithérapie, ramassait les ordonnances, préparait les repas. Luc s'occupait des soirées quand il était à la maison. Ils se relayaient le week-end. Les deux semblaient épuisés, et je me sentais coupable de leur avoir gâché la vie. Au bout de 6 mois, Luc a commencé à voyager davantage. Il a dit que nous avions besoin de l'argent pour les frais médicaux. Amber restait éveillée tard, attendant ses appels pour le mettre au courant de mes progrès. Il chuchotait dans la cuisine à propos des options de traitement, des appartements accessibles aux fauteuils roulants, et si j'étais en dépression. Il se rapprochait en prenant soin de moi. Et j'étais reconnaissante qu'ils se soutiennent mutuellement. Quand Luc a oublié mon anniversaire, Amber a préparé mon gâteau préféré et a essayé de le rendre spécial. Quand il a manqué notre dîner d'anniversaire à cause d'une urgence client, elle a regardé notre film avec moi à la place. Elle faisait de gros efforts pour combler les vides qu'il laissait. Je ne lui en voulais pas de prendre ses distances. Qui voudrait épouser quelqu'un qui ne peut pas marcher? Au 10e mois, Luc a dit que nous devions parler. Il ne pouvait plus faire ça. Il m'aimait, mais pas comme ça. Pas avec des tubes, des cathéters et un fauteuil roulant qui ne rentrait pas dans sa voiture de sport. Il a déménagé, mais a continué à payer sa moitié du loyer pendant 3 mois supplémentaires, ce que j'ai trouvé généreux. Amber m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. Elle a dit qu'il était faible et que je méritais mieux. Elle a dit qu'elle ne me quitterait jamais. Elle a pris en charge sa moitié du loyer en faisant des doubles shifts. Elle a commencé à ramener des fleurs à la maison tous les vendredis comme il le faisait. Elle cuisinait ses recettes parce qu'elle savait qu'elle me manquait. Elle était la sœur la plus gentille qu'on puisse demander. 1 an après l'accident, je les ai vus ensemble dans un café à travers la fenêtre de mon fourgon de transport médical. Il riait de quelque chose sur le téléphone de Luc. Amber lui a touché la main. Il ne s'est pas retiré. Lorsque je l'ai confrontée ce soir-là, elle s'est effondrée. Elle a dit que cela n'était pas censé arriver. Ils souffraient ensemble et s'étaient rapprochés à cause du traumatisme. Elle avait essayé d'arrêter, mais les sentiments s'étaient développés. Elle était tellement désolée, tellement incroyablement désolée. Elle a déménagé la semaine suivante en disant que c'était le mieux pour tout le monde. Luc l'a aidé à trouver un appartement. Puis ils ont commencé à sortir ensemble officiellement. Ils ont publié des messages sur le fait de trouver l'amour dans des endroits inattendus. Sur le fait que parfois les pires choses mènent au meilleur. Sur le fait d'être reconnaissant pour les secondes chances. Mes parents ont dit que je devais être heureuse qu'ils aient trouvé du réconfort ensemble, que m'accrocher à la colère ne ferait que me blesser, qu'Amber méritait aussi l'amour. Hier, je rangeais un placard quand j'ai trouvé le vieux journal intime d'Amber d'avant l'accident. Elle l'avait oublié en déménageant. Je n'allais pas le lire, mais une photo est tombée. Luc et moi à sa fête d'entreprise. Amber avait dessiné des cœurs autour du visage de Luc et écrit un jour en bas. J'ai continué à lire page après page sur Luc. À quel point c'était injuste que j'ai tout. Le travail parfait, l'homme parfait, la vie parfaite pendant qu'elle servait du café à des clients impolis. Comment Luc méritait quelqu'un qui pouvait vraiment l'apprécier. Comment je le tenais pour acquis. L'entrée de la veille de l'accident m'a glacé le sang. Demain, tout change. Je conduis. J'ai vérifié l'intersection 3 fois. Ce panneau stop est à peine visible sous la pluie. Si je calcule bien le temps, je donne un coup de volant à la dernière seconde. Je vais bien. Elle non. Luc aura besoin de quelqu'un. Je serai là. Je serai parfaite. Je serai tout ce qu'elle était et plus encore. Je suis restée assise à regarder ces mots jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal de ne pas cligner. Mes mains ont commencé à trembler si fort que les pages du journal ont craqué et j'ai failli le laisser tomber 2 fois avant de réussir à le poser sur mes genoux. Je sens ma poitrine se serrer, comme si quelqu'un avait enroulé mes côtes avec des bandes d'acier et continuait de serrer. Je ne peux pas prendre assez d'air. Ma vision devient floue sur les bords et je me rends compte que je suis en pleine attaque de panique. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis les premières semaines après l'accident, quand j'avais compris que mes jambes ne fonctionneraient plus jamais.
La vérité me frappe par vagues. Amber a planifié cela. Elle a vérifié cette intersection 3 fois. Elle a calculé le moment de la pluie. Elle a conduit cette nuit-là en sachant exactement ce qui allait se passer. Elle m'a regardé ce matin-là et a décidé qu'aujourd'hui était le jour où elle détruirait ma colonne vertébrale et prendrait ma vie. Je lis l'entrée encore et encore. Les mots ne changent pas. Demain, tout change. Je conduis. Si je calcule bien le temps, je donne un coup de volant à la dernière seconde. Je vais bien. Elle, non. Mon téléphone est sur l'accoudoir de mon fauteuil roulant et je le saisis avec des doigts tremblants. J'ai besoin de documenter cela avant de perdre mon courage ou de me convaincre que je lis mal. J'ouvre l'application appareil photo et commence à photographier chaque page, forçant mes mains tremblantes à rester suffisamment stables pour que les images soient nettes. Je photographie l'entrée sur Luc étant trop bien pour moi. L'entrée sur la façon dont je le tenais pour acquis. L'entrée où elle a écrit que j'avais tout et qu'elle n'avait rien. Je photographie la page avec notre photo, avec ses cœurs dessinés autour du visage de Luc, et ce mot unique, un jour écrit en bas, comme une promesse qu'elle s'était faite. Tout mon corps est engourdi, sauf mon cœur, qui bat si fort que je peux le sentir dans ma gorge. Je suis en train de documenter la preuve du plan de ma sœur pour me paralyser ou me tuer. Les mots semblent fous, même si je les pense, mais ils sont juste là. Dans son écriture, je photographie les entrées où elle l'observait au travail, où elle apprenait son emploi du temps, tout le temps où elle s'est présentée à des endroits où elle savait qu'il serait. J'arrive à l'entrée de la veille de l'accident et prends 3 photos pour m'assurer de capturer chaque mot clairement. Puis je parcours le journal et photographie tout ce qui montre son obsession, sa planification, sa patience calculée. Le stockage de mon téléphone se remplit vite, mais je continue jusqu'à ce que j'ai documenté chaque page. J'ai besoin d'appeler quelqu'un. Mais toutes les personnes que je connais sont liées à Amber ou à ma famille. Mes parents pensent que c'est une sainte pour s'être occupée de moi. Mes anciens amis ont pris leur distance après l'accident. Luc est avec elle maintenant. La seule personne à laquelle je peux penser qui n'a aucun lien avec tout ce désordre est Lucie, ma kinésithérapeute. Elle travaille avec moi depuis 8 mois et elle a toujours été gentille sans me prendre en pitié. Je cherche son contact et mon doigt s'arrête sur le bouton d'appel. Il est presque 21h. C'est bien au-delà des limites normales. Mais j'appuie quand même sur appel parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Elle répond à la 3e sonnerie. J'essaie de parler, mais seul un bruit d'halètement étrange sort. Je me force à respirer et j'essaie à nouveau. Les mots sortent hachés et faux. Mais je réussis à lui dire que j'ai besoin d'aide et que c'est une urgence. Et que je suis désolée d'appeler si tard, mais que je ne sais pas à qui d'autre faire confiance. Lucie ne pose pas de questions. Elle me dit de rester où je suis et qu'elle sera là dans 30 minutes. Je raccroche et reste assise là, tenant le journal sur mes genoux, fixant l'écriture d'Amber, la même écriture qui était sur toutes ses cartes d'anniversaire et notes de remerciement, et les petits messages d'encouragement qu'elle laissait sur le miroir de ma salle de bain pendant les pires jours de ma convalescence. Elle a écrit ces messages avec la même main qui a écrit sur la planification de la destruction de ma colonne vertébrale. 28 minutes plus tard, j'entends frapper à ma porte. Je m'approche en fauteuil roulant et laisse entrer Lucie. Elle regarde mon visage et entre rapidement, fermant la porte derrière elle. Elle s'accroupit à côté de mon fauteuil roulant, de sorte que nous soyons à hauteur des yeux, et demande ce qui s'est passé. Je lui tends le journal avec des mains tremblantes et pointe l'entrée de la veille de l'accident. J'observe son visage pendant qu'elle lit. Au début, elle a l'air confuse. Ses sourcils se froncent, alors qu'elle essaie de comprendre ce qu'elle voit. Puis son expression change, ses yeux s'écarquillent, sa bouche s'entr'ouvre légèrement. La couleur quitte son visage alors que le sens de ses mots s'installe. Elle me regarde et je vois l'horreur dans ses yeux alors qu'elle comprend ce qu'Amber a fait. Lucie relit l'entrée, puis feuillette d'autres pages que je lui indique. Elle lit l'obsession pour Luc, le ressentiment envers moi, la planification minutieuse. Quand elle me regarde enfin à nouveau, elle secoue lentement la tête comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle lisait, mais elle sait que c'est réel. Elle m'aide à surmonter le choc parce que mon cerveau est figé. Elle souligne que je dois préserver cette preuve avant qu'Amber ne se rende compte que le journal a disparu. Nous devons faire des copies. Nous devons stocker les photos dans un endroit sûr. Nous avons besoin de mots de passe qu'Amber ne connaît pas. Lucie prend mon ordinateur portable et nous passons l'heure suivante à télécharger les photos sur 3 comptes cloud différents. Nous utilisons des mots de passe qui n'ont rien à voir avec ma vie, ma famille ou tout ce qu'Amber pourrait deviner. Lucie me fait écrire les mots de passe sur un morceau de papier et prend une photo de ce papier avec son propre téléphone. Puis nous faisons des copies physiques à l'aide de mon imprimante, et Lucie dit qu'elle gardera un jeu chez elle. Au moment où nous avons terminé, il est plus de 23 heures, et je suis épuisée, mais trop perturbée pour même penser à dormir. Lucie demande si je veux rester chez elle ce soir. Elle a un appartement accessible au rez-de-chaussée et une chambre d'amis. Je réalise que je ne peux pas rester ici. C'est l'appartement qu'Amber a trouvé pour moi. L'endroit où elle a payé la moitié du loyer par une culpabilité qu'elle n'a jamais ressentie. Chaque meuble, chaque modification accessible,
Tout a été choisi par la personne qui m'a délibérément mise dans ce fauteuil roulant. Je dis oui à Lucie. Nous emballons un sac avec mes médicaments, fournitures et vêtements pour demain. Lucie charge tout dans sa voiture et m'aide à effectuer le transfert depuis mon fauteuil roulant. Le trajet jusqu'à chez elle dure 15 minutes et nous ne parlons pas beaucoup. Qu'y a-t-il à dire? Ma sœur a essayé de me détruire et a réussi. Quand nous arrivons à l'appartement de Lucie, elle m'aide à m'installer dans la chambre d'amis. Puis elle me dit qu'elle va appeler sa mère. Je commence à protester, mais Lucie dit que sa mère est une procureure à la retraite. Et si quelqu'un peut aider à comprendre quoi faire avec cette preuve, c'est elle. Lucie passe l'appel juste devant moi. J'entends sa partie de la conversation. Elle dit à sa mère qu'elle a une cliente qui a découvert quelque chose de troublant et qui a besoin de conseils juridiques. Sa mère doit demander quel genre de troublant car Lucie marque une pause, puis dit que c'est la preuve d'une agression préméditée. Elle écoute pendant 1 minute puis dit « Oui, demain matin, ce serait parfait ». Lucie raccroche et me dit que sa mère sera là à 7h avec du café et son cerveau juridique. Je devrais essayer de dormir un peu. Je ne pense pas pouvoir dormir, mais je suis tellement fatiguée que j'ai l'impression que mon corps pèse 1000 livres. Lucie m'aide à me préparer pour le lit et laisse un verre d'eau sur la table de nuit. Elle me dit de l'appeler si j'ai besoin de quoi que ce soit pendant la nuit. Sa chambre est juste en face. Je reste allongée dans le noir à fixer le plafond. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette entrée de journal. Demain, tout change. Je conduis. Elle le savait. Elle l'a planifié. Elle m'a regardé ce matin-là, a souri et a insisté pour conduire parce que j'avais l'air fatiguée. Pendant tout ce trajet, elle savait ce qu'elle était sur le point de faire. Je dois m'endormir à un moment donné car la prochaine chose que je sais, c'est que Lucie me secoue doucement l'épaule et me dit qu'il est 6h30. Sa mère sera là dans 30 minutes. Lucie m'aide à me préparer et m'emmène à la cuisine où elle a préparé des toasts et du café. Je ne peux pas manger mais je bois le café. Exactement à 7h du matin, on frappe à la porte. Lucie ouvre et une femme d'une 60aine d'années entre avec 2 autres tasses de café et un bloc-notes juridique jaune. C'est Virginia. Elle a des yeux perçants qui captent tout rapidement. Elle regarde mon visage épuisé et mes mains tremblantes et ne perd pas de temps en compliments. Elle s'assoit à la table de la cuisine et me demande de commencer par le début. Je lui raconte l'accident. L'année de soins d'Amber, la découverte du journal hier. Virginia écoute sans interrompre, prenant des notes sur son bloc-notes juridique. Quand j'ai fini, elle demande à voir le journal et les photos. Je lui montre tout. Elle parcourt méticuleusement, prenant son temps, prenant parfois plus de notes. Le silence s'étire pendant près de 20 minutes pendant qu'elle lit. Finalement, elle lève les yeux et dit « C'est suffisant pour ouvrir l'enquête sur l'accident. Si nous pouvons authentifier le journal et prouver que c'est l'écriture d'Amber. » Virginia explique que le rapport de police initial va jouer contre nous. Il n'a trouvé aucune preuve d'action intentionnelle. Il a qualifié l'accident de malchance et de route mouillée, mais le journal change tout si nous pouvons prouver qu'il était réel, et qu'Amber a vraiment écrit ses entrées à la date indiquée. Elle dit qu'elle connaît un examinateur de documents criminalistiques qui peut analyser l'écriture, le papier et l'encre. Elle connaît également un détective spécialisé dans les affaires non résolues qui ne rejettera pas cela simplement parce que le temps a passé. Virginia m'avertit que ce ne sera pas facile. Amber affirmera que le journal est de la fiction ou que je le lis mal. Ma famille se rangera de son côté. Le processus pourrait prendre des mois, voire des années, mais si je veux aller de l'avant, elle m'aidera. Je lui dis que je veux aller de l'avant. Virginia hoche la tête et passe un appel là, à la table. Elle parle à quelqu'un nommé Albert de l'examen d'un journal pour son authenticité. Elle écoute puis dit « Oui, cet après-midi ça irait ». Elle raccroche et me dit que nous avons rendez-vous à 14h. Virginia me regarde alors sérieusement et dit « Vous devez agir complètement normalement avec Amber jusqu'à ce que nous ayons un dossier solide ». Cela signifie répondre à ses messages de vérification quotidiens, faire comme si rien n'avait changé, ne lui donner aucune idée que j'ai trouvé le journal. Je me sens mal à l'idée de faire semblant que tout va bien, mais je comprends pourquoi c'est nécessaire. Mon téléphone vibre avec un message texte d'Amber me demandant comment je vais. Virginia m'observe pendant que je tape ma réponse. Je vais bien, juste fatiguée. Chaque mot est comme avaler du verre, mais j'appuie sur envoyer. Amber répond immédiatement avec un emoji cœur et dit qu'elle est heureuse que je me repose. Elle m'aime tellement. Je veux jeter le téléphone à travers la pièce, mais je le pose délicatement sur la table à la place. Virginia dit « C'est bien. Continuez à faire exactement cela. » À 13h30, Lucie m'emmène rencontrer Albert McLaughlin. Son bureau est dans une maison reconvertie près du centre-ville. C'est un homme mince d'environ 70 ans avec des mains prudentes et des lunettes épaisses. Il photographie chaque page du journal avec un équipement professionnel, prenant plusieurs clichés de chaque entrée sous différents angles. Puis il demande si j'ai des échantillons de l'écriture d'Amber d'avant l'accident. Je me souviens des cartes d'anniversaire et des notes qu'elle m'a envoyées au fil des ans. Je les ai gardées dans une boîte dans mon placard, le même placard où j'ai trouvé son journal. Lucie propose d'aller les chercher, et je lui donne la clé de mon appartement. Pendant que nous attendons le retour de Lucie, Albert explique son processus. Il analysera les caractéristiques de l'écriture et les comparera aux échantillons.
Il fera des tests sur le vieillissement du papier et l'oxydation de l'encre pour confirmer que les entrées ont été écrites à la date indiquée. Il recherchera tout signe de falsification ou d'antidatage. L'analyse prendra environ une semaine. Lucie revient avec la boîte de cartes et de notes. Je les regarde étalées sur le bureau d'Albert. Vœux d'anniversaire et notes de remerciement et petits messages d'encouragement. Des artefacts de l'époque où je pensais que ma sœur m'aimait. Albert les photographie aussi. Il me dit qu'il appellera dès qu'il aura des résultats. Son évaluation préliminaire est que l'écriture semble cohérente tout au long du journal et ne présente aucun signe évident de falsification, mais il doit faire l'analyse complète pour en être sûr. Nous quittons le bureau d'Albert et Lucie me ramène à son appartement. Je suis épuisée, mais mon esprit ne cesse de courir. Tout ce que je pensais savoir sur la dernière année était un mensonge. Amber n'était pas coupable de l'accident. Elle était triomphante. Elle a obtenu exactement ce qu'elle voulait. Le lendemain matin, Virginia appelle à 8 heures et dit qu'elle a organisé une réunion avec le détective Pope pour 10 heures. Lucie m'emmène au poste de police et me conduit en fauteuil roulant par l'entrée accessible. Nous attendons dans une petite salle de conférence avec des murs gris et des lumières fluorescentes qui bourdonnent. Le détective Pope entre exactement à 10 heures, portant un classeur épais. Il a peut-être une 50aine d'années, des cheveux gris et des yeux fatigués. Il me serre la main et s'assoit en face de moi sans la fausse sympathie à laquelle je me suis habituée de la part des médecins et des thérapeutes. Je lui montre les copies du journal et j'observe son visage pendant qu'il lit l'entrée de la veille de l'accident. Il ne réagit pas beaucoup, mais sa mâchoire se crispe. Il demande si j'ai l'original, et je lui dis que oui. Albert est en train de l'analyser. Il hoche la tête et continue de lire d'autres entrées, pendant que je suis assise là, sentant mon cœur battre contre mes côtes. Après 20 minutes, il ferme le classeur et me regarde. Il dit que la tentative de meurtre serait difficile à prouver si longtemps après sans preuve physique de la scène. Mais l'agression avec intention de causer des lésions corporelles graves pourrait fonctionner si nous pouvons prouver qu'elle l'a planifié. Il va sortir le rapport d'accident original et les photos de la scène, il examinera tout en attendant l'analyse des documents. Je sens quelque chose se relâcher dans ma poitrine parce qu'il ne rejette pas cela. Il le traite comme une vraie affaire. Lucie me serre l'épaule en sortant et je me rends compte que je tremble. De retour à son appartement, je sors mon téléphone et commence à parcourir les anciens messages textes et emails d'avant l'accident. Je recherche le nom d'Amber et trouve des centaines de messages. La plupart, je m'en souviens à peine. Elle m'envoyait constamment des messages me demandant comment s'était passée ma journée et mes plans, et surtout à propos de Luc. Où voyageait-il? Sur quel projet travaillait-il? Comment allait notre relation? À l'époque, je pensais qu'elle était attentionnée et intéressée. Maintenant, je la vois rassembler des informations comme si elle nous étudiait. Elle complimentait constamment Luc dans les messages, disant à quel point j'étais chanceuse, à quel point il était incroyable, à quel point il méritait quelqu'un qui l'apprécierait vraiment. Je trouve un email de 2 mois avant l'accident, où elle demandait des détails sur son emploi du temps et les itinéraires qu'il prenait pour se rendre au travail. Je prends des captures d'écran de tout et les envoie au détective Pope. Mes mains tremblent si fort que je manque de laisser tomber le téléphone 2 fois. 3 jours plus tard, Tabitha appelle pour prendre de mes nouvelles, comme elle le fait tous les quelques mois. Nous discutons de rien pendant un moment, puis j'aborde Amber avec précaution. Je demande si elle se souvient de quelque chose d'étrange dans le comportement d'Amber avant l'accident. Tabitha reste silencieuse pendant un long moment. Puis elle admet quelque chose dont elle se sent coupable de ne pas m'avoir dit. Amber venait à notre immeuble de bureau et regardait par les fenêtres du hall. Tabitha l'a vue au moins 5 ou 6 fois juste debout là, à regarder. Elle a trouvé cela effrayant, mais elle ne voulait pas provoquer de drame familial en le mentionnant. Mon estomac se tord parce que c'est une preuve de plus de l'obsession d'Amber. Je remercie Tabitha et lui dis que le détective Pope pourrait l'appeler. Elle dit qu'elle lui dira tout ce qu'il a besoin de savoir. Une semaine après notre première rencontre, le détective Pope appelle. Il a localisé l'autre conducteur de l'accident et l'a interrogé. L'homme se souvient clairement de cette nuit car elle a été très traumatisante. Il dit qu'Amber a donné un coup de volant directement sur sa trajectoire, pas pour s'éloigner de l'intersection. Il a supposé que c'était de la panique ou une mauvaise conduite. Mais cela l'a marqué parce que ça ne lui semblait pas juste. Sa déclaration contredit tout ce qu'Amber a affirmé sur le fait d'essayer de l'éviter. Le détective Pope dit que c'est une bonne preuve, car cela correspond à ce que le journal décrit sur le fait qu'elle calculait le temps du coup de volant. Je me sens malade et soulagée en même temps. Albert appelle 2 jours plus tard et me demande de venir à son bureau. Lucie m'y emmène et nous le trouvons qui attend avec son rapport d'analyse. Il a passé la semaine à tester tout. L'écriture est définitivement celle d'Amber, avec des caractéristiques cohérentes tout au long du texte. Le vieillissement du papier et l'oxydation de l'encre confirment que les entrées ont été écrites à la date indiquée. Il n'y a aucune preuve de falsification ou d'antidatage. Il est prêt à témoigner de tout cela au tribunal. Je fixe le rapport, sentant que je tiens la preuve que ma sœur a tenté de me tuer ou de me paralyser. Virginia vient ce soir-là et s'assoit à la table de la cuisine de Lucie avec moi.
Elle étale toutes les preuves, le journal authentifié, la police d'assurance, les déclarations de témoins, les notes de reconstruction d'accident. Elle dit que nous avons suffisamment pour porter plainte, mais je dois comprendre que ce sera brutal. Ma famille devra prendre parti. Amber affirmera que le journal est de la fiction, ou que je déforme ses mots. Le processus pourrait prendre des années. Il n'y a aucune garantie de condamnation. Elle me regarde sérieusement et demande si je suis sûre de vouloir faire cela. Je lui dis que je suis sûre parce qu'Amber ne m'a pas seulement blessée dans un accident. Elle l'a planifié. Elle a vérifié cette intersection 3 fois. Elle a calculé le moment de son coup de volant. Elle a détruit ma vie exprès pour pouvoir avoir Luke. Puis elle a passé 1 an à faire semblant de prendre soin de moi tout en obtenant exactement ce qu'elle voulait. Les photos de fiançailles au restaurant où Luke m'a demandé en mariage continuent d'apparaître dans mon esprit. Je sens la rage brûler dans ma poitrine plus fort que tout ce que j'ai ressenti depuis l'accident. Virginia hoche la tête et dit qu'elle va contacter le procureur du district, DA. 2 jours plus tard, le détective Pope amène Tommy Kerr pour examiner les preuves de l'accident. Tommy est plus jeune que ce à quoi je m'attendais avec des yeux vifs qui ne manquent de rien. Il étale les photos de la scène sur la table et les étudie pendant plus d'1 heure. Il mesure les angles, calcule les vitesses et dessine des diagrammes. Finalement, il lève les yeux et explique que les schémas de dommages et les positions finales du véhicule ne correspondent pas à l'histoire d'Amber. Si elle avait donné un coup de volant pour éviter l'intersection, les voitures auraient fini différemment, mais les positions réelles sont cohérentes avec le fait qu'elle est tournée vers l'autre voiture. La physique soutient ce que le journal dit sur le fait qu'elle calculait le moment de l'impact. Il est prêt à rédiger un rapport complet et à témoigner. Je le regarde ranger ses affaires et je réalise que nous sommes en train de construire une véritable affaire. Ce n'est plus seulement ma parole contre celle d'Amber. Nous avons des preuves. Le détective Pope programme ma déclaration formelle pour le lendemain matin au poste de police. Lucy m'y emmène et attend dans le hall pendant que je me dirige vers une petite salle d'entretien avec Pope et un autre détective qui s'occupe de l'équipement d'enregistrement. Ils expliquent que tout sera documenté et potentiellement utilisé au tribunal. Je dois donc être entièrement précise et détaillée. Pope commence par des questions de base sur ma relation avec Amber avant l'accident. Je décris comment nous avons grandi proches, mais elle semblait toujours jalouse de ma carrière et de ma relation avec Luke. Je leur parle de la retrouver à l'immeuble de bureau de Luke, quelque chose dont Tabitha a été témoin, et de la façon dont elle posait constamment des questions sur notre relation qui semblait invasive, mais que j'avais ignorée comme de l'intérêt fraternel. Les questions deviennent plus difficiles lorsque Pope interroge sur la nuit de l'accident. Je parcours chaque détail dont je me souviens. Amber insistant pour conduire, la pluie, ses mains sur le volant, l'autre voiture apparaissant, l'impact de mon côté. Me réveiller à l'hôpital paralysée. Dire tout cela à voix haute me donne la nausée parce que je lui faisais entièrement confiance. Ensuite, Pope interroge sur l'année qui a suivi, lorsqu'elle a emménagé pour prendre soin de moi. Je décris sa routine de me préparer chaque matin, de m'emmener en thérapie, de faire les repas, de dormir sur le canapé. Comment elle et Luke chuchotèrent dans la cuisine au sujet de mes soins. Comment elle restait éveillée en attendant ses appels. Comment elle a lentement pris le contrôle de chaque partie de ma vie, tout en se positionnant plus près de Luke. Je dois faire une pause 2 fois pour boire de l'eau car ma gorge se serre, parlant de la façon dont elle m'a serré dans ses bras alors que je pleurais après le départ de Luke, me disant qu'il était faible et qu'elle ne m'abandonnerait jamais, tout en prévoyant de sortir avec lui elle-même. Le détective interroge sur la découverte du journal et je décris le nettoyage du placard, la photo qui tombe, la lecture page après page de l'obsession pour Luke, puis l'entrée de la veille de l'accident avec sa froide calcul de l'intersection et du timing. Pope demande si j'ai le moindre doute que le journal était réel. Je dis que non parce que je connais l'écriture d'Amber et qu'Albert a tout confirmé. Toute la déclaration prend 3 heures et à la fin, je me sens malade et épuisée d'avoir revécu chaque instant de sa trahison. Pope me remercie et dit que l'enregistrement sera transmis au procureur du district avec toutes les autres preuves. Il m'avertit que le procureur prendra environ 2 semaines pour tout examiner et décider de porter plainte. S'ils vont de l'avant, Amber sera notifiée immédiatement et ma famille apprendra ce que j'ai fait. Il me regarde sérieusement et dit que je dois me préparer à de graves conséquences car les familles réagissent rarement bien à ces situations. Je dis que je comprends et que je suis prête à tout ce qui se présentera. Lucy me ramène chez elle car je ne peux pas faire face à la solitude. Cette nuit-là, je reste éveillée en pensant à mes parents qui vont l'apprendre, à Amber qui sera arrêtée, à tout ce qui va exploser dans les 2 prochaines semaines. Je me concentre sur les préparatifs pratiques. Je rencontre un conseiller en prestation d'invalidité que Lucy me recommande et je demande une aide mensuelle supplémentaire pour ne dépendre de personne. J'interviewe des aides-soignantes à domicile et j'en engage une nommée Margaret qui peut m'aider avec les tâches quotidiennes. Je passe en revue mes comptes bancaires et mon budget pour m'assurer que je peux couvrir le loyer et les dépenses sans l'aide d'Amber ou de mes parents. Lucy m'aide à chercher des appartements accessibles au cas où je devrais déménager rapidement. Virginia m'appelle tous les quelques jours pour prendre de mes nouvelles et me rappeler que c'est la partie la plus difficile, l'attente et l'incertitude. J'organise tous mes documents importants
et m'assure d'avoir des copies de tout, au cas où mes parents essaieraient d'interférer avec mes soins médicaux ou mes finances. Je change mes contacts d'urgence de ma famille à Lucy et Virginia. Je mets à jour mon testament. Je me prépare à la guerre car je sais que c'est ce qui s'en vient. Le 13e jour, le détective Pope appelle et me demande de venir à son bureau. Lucy m'y emmène et nous le trouvons qui attend avec des nouvelles. Le procureur du district a tout examiné et a accepté de porter plainte. Ils accusent Amber d'agression au 2e degré sur la base des preuves du journal. Les déclarations de témoins qui contredisent son histoire et la reconstruction de l'accident qui montre que son schéma de coup de volant correspond à ce qu'elle a écrit sur la planification. Pope dit que le procureur a envisagé la tentative de meurtre, mais a estimé que l'agression était plus susceptible d'entraîner une condamnation compte tenu du temps qui s'est écoulé. Je ressens un étrange mélange de soulagement parce que quelqu'un me croit et de terreur à cause de ce qui va se passer ensuite. Pope explique qu'Amber sera arrêté d'ici 48 heures et ma famille sera notifiée dans le cadre du processus. Il a déjà pris des dispositions pour que des voitures de patrouille surveillant mon immeuble, au cas où quelqu'un essaierait de me confronter. Virginia a déposé les documents pour une ordonnance de protection qui entrera en vigueur dès l'arrestation. Je remercie Pope et quitte son bureau en sentant que je viens de faire exploser une bombe qui va détruire ce qui reste de ma famille. Le lendemain matin est un mardi et je suis dans l'appartement de Lucy quand mon téléphone commence à sonner à 9h30. C'est ma mère. J'hésite à répondre, mais je sais que je dois y faire face. Sa voix sort du haut-parleur en criant si fort que je dois éloigner le téléphone de mon oreille. Elle dit que je détruis la famille pour un malentendu, qu'Amber ne me ferait jamais de mal exprès, que je suis vengeresse parce que je suis jalouse qu'elle ait trouvé le bonheur avec Luke. Elle me traite de cruelle et d'égoïste, et dit que je punis Amber pour être tombée amoureuse. J'essaie de lui expliquer l'histoire du journal et les preuves. Mais elle me coupe, disant que je déforme tout pour l'adapter à ma conspiration paranoïaque. Elle dit que l'accident a fait l'objet d'une enquête approfondie et qu'il a été déterminé que c'était exactement ce qu'il semblait être, juste de la malchance et des routes mouillées. Maintenant, elle sanglote, disant que je suis en train de déchirer la famille parce que je ne peux pas accepter que des choses horribles arrivent parfois sans que personne ne soit à blâmer. Je lui dis que les preuves montrent qu'Amber l'a planifié. Et elle hurle que je suis malade et que j'ai besoin d'une aide psychiatrique. Puis elle raccroche. 20 minutes plus tard, mon père appelle. Sa voix est plus calme, mais tout aussi en colère. Il dit que je suis en train de ruiner la vie d'Amber pour un journal d'écriture créative qui ne prouve rien. Il insiste sur le fait qu'elle a écrit ses entrées comme de la fiction, peut-être pour un cours ou juste comme un moyen de gérer ses sentiments. Il dit « Tu inventes une conspiration élaborée parce que tu ne peux pas accepter que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. » Il me dit qu'Amber est rongée par la culpabilité depuis 1 an, qu'elle a tout quitté pour s'occuper de moi, qu'elle ne mérite pas cette persécution. J'essaie de lui parler de la police d'assurance et des recherches sur Internet, mais il dit que je cherche des excuses. Il dit que si je continue, je cesse d'être sa fille. Puis il raccroche aussi. 1 heure plus tard, Luke m'envoie un long message texte. Il me traite de cruelle et délirante et dit qu'Amber a déjà assez souffert de la culpabilité de l'accident sans que j'invente des histoires de préméditation. Il dit que j'essaie de détruire leur bonheur parce que je ne peux pas avancer dans ma propre vie. Il affirme que mon amertume est en train de m'empoisonner de l'intérieur et que je suis en train de devenir quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. Il dit que le journal est clairement de la fiction et que je tords ses mots parce que je suis mentalement instable à cause de mes blessures. Il termine en disant qu'il espère que j'obtiendrai l'aide dont j'ai besoin et qu'il va bloquer mon numéro pour que je ne puisse plus les harceler. Je reste assise à regarder les messages, me sentant complètement seule. Je bloque les numéros de mes parents, celui de Luc et tous leurs comptes de réseaux sociaux, mais les messages continuent d'arriver. Ma tante appelle pour dire que je suis cruelle. Mon cousin envoie un email sur la loyauté familiale. Des parents éloignés à qui je n'ai pas parlé depuis des années ont soudain des opinions sur mon état mental. Tout le monde pense que j'ai perdu la tête à cause du chagrin et de la jalousie. Ils croient que j'invente des histoires élaborées pour faire face à la perte de ma capacité à marcher et de mon fiancé. Personne ne me croit, sauf Lucy, Virginia et le détective Pope. Cet après-midi-là, mon père se présente à l'immeuble de mon appartement. Le gérant m'appelle et dit qu'il y a un homme dehors qui crie mon nom et profère des menaces. J'appelle la police et ils arrivent pour le trouver en train de hurler que je déchire la famille avec des mensonges. Que je regretterais d'avoir détruit la vie d'Amber. Ils l'escortent, mais ils continuent de crier pendant qu'ils le mettent dans la voiture de police. Virginia demande immédiatement une ordonnance restrictive contre mes parents et Luke. Le lendemain, Amber paie sa caution et, quelques heures plus tard, ses réseaux sociaux sont inondés de vidéos larmoyantes. Elle parle directement à la caméra, les yeux rouges et la voix tremblante. Elle dit que je l'ai faussement accusée pour la punir d'avoir trouvé l'amour avec Luke. Elle affirme que le journal était de l'écriture créative pour un cours de fiction qu'elle a suivi il y a des années. Elle dit que je tords ses mots parce que je suis mentalement instable à cause de mes blessures et que je ne peux pas accepter que l'accident n'était qu'un événement tragique et aléatoire. Elle publie d'anciennes photos de nous deux avec des légendes sur combien elle m'aime et à quel point elle a le cœur brisé de me voir faire cela.
Ses amis partagent les vidéos, me traitant de vengeresse et cruelle. Luke publie son soutien en disant qu'elle est la personne la plus forte qu'ils connaissent. Mes parents partagent tout en disant que leur fille aînée a perdu contact avec la réalité. Je vois tout cela depuis le canapé de Lucy, sentant que le monde entier se retourne contre moi, tandis qu'Amber joue parfaitement la victime. Le détective Pope m'appelle le lendemain matin alors que je suis toujours chez Lucy. Il dit que l'avocat d'Amber est en train de construire une défense autour du fait que le journal est de la fiction, de l'écriture créative qu'elle a faite pour un cours, ou juste une exutoire personnelle qui ne prouve pas une intention réelle. Il explique que l'affaire se résumera à savoir si 12 personnes aléatoires croient que le journal est une confession, ou juste des pensées de rage qu'elle n'a jamais eu l'intention de mettre à exécution. Et l'année de soins dévoués d'Amber va jouer fortement en sa faveur. Les jurés aiment les histoires de rédemption et les sœurs dévouées, prévient-il. Et l'avocat d'Amber va la dépeindre comme l'aide-soignante ultime qui a tout sacrifié pour être accusée par une femme amère et jalouse qui ne peut pas accepter que des accidents se produisent. Je raccroche en me sentant malade car je sais qu'il a raison. Cette nuit-là, je m'endors sur le canapé de Lucy et les cauchemars commencent. Je rêve de l'accident, mais maintenant je le vois différemment. Comme regarder un film où quelqu'un a souligné tous les indices que vous avez manqués la première fois. Je vois les mains d'Amber sur le volant, tournant délibérément vers l'autre voiture au lieu de s'en éloigner. Je vois ses yeux dans le rétroviseur, calme et concentré, calculant le moment exact du coup de volant. Je vois son visage juste avant l'impact, complètement impassible et sans émotion. Et puis, l'instant après l'impact, il passe à la panique et à l'horreur comme si elle avait actionné un interrupteur. Je me réveille en sueur et en tremblant, et Lucy me trouve en pleurs dans le noir. Elle reste assise avec moi jusqu'au matin, puis passe des appels pour me trouver de l'aide. Lucy trouve une thérapeute nommée Dr. Mitchell qui travaille avec des victimes d'agression. Et quand j'entends ce mot pour la première fois, je veux argumenter que je n'ai pas été agressée. C'était un accident. Mais le Dr. Mitchell explique lors de notre première séance que ce qu'Amber a fait était une agression. Une attaque planifiée qui m'a laissée handicapée de façon permanente. Et le fait que ce soit ma sœur et qu'elle ait fait semblant de s'occuper de moi après rend la trahison encore pire. Elle dit que ce type de trahison intime de la part de la famille provoque un type de traumatisme spécifique dont il est incroyablement difficile de guérir, car il détruit votre capacité à faire confiance à votre propre jugement sur les personnes les plus proches de vous. Je commence à la voir 2 fois par semaine, et je commence lentement à accepter que ma sœur a essayé de me tuer ou de me paralyser. Puis elle a passé 1 an à se faire passer pour une aide-soignante dévouée, tout en me volant ma vie pièce par pièce. Le détective Pope rappelle 1 semaine plus tard avec de meilleures nouvelles. Tabitha a accepté de témoigner du comportement d'Amber avant l'accident. Et après l'avoir interviewée, 2 autres personnes de mon ancien bureau se sont manifestées avec des histoires similaires. Elles se souviennent qu'Amber se présentait à des événements d'entreprise auxquels elle n'était pas invitée, se positionnant toujours près de Luke. Elles se souviennent qu'elle posait des questions étranges sur son emploi du temps et notre relation, si nous étions heureux, si je l'appréciais. Une femme dit qu'Amber lui a demandé une fois si elle pensait que Luke était satisfait de moi, ou s'il semblait qu'il pourrait vouloir quelqu'un de plus attentif. Elle trouvait ça étrange à l'époque, mais n'ont rien dit parce que c'était ma sœur, et elle supposait qu'elle était juste protectrice. Maintenant, elle réalise qu'elle le harcelait et qu'elle recueillait des informations à utiliser plus tard. L'audience préliminaire a lieu 6 semaines après l'arrestation d'Amber, un froid jeudi matin de février. Virginia me conduit en fauteuil roulant jusqu'à la salle d'audience et positionne ma chaise à la table du procureur. Amber est assise de l'autre côté de l'allée dans une robe grise qui la fait paraître petite et effrayée. Son avocate est une femme astucieuse en costume coûteux qui commence immédiatement à argumenter que le journal est de la fiction et que la reconstruction de l'accident n'est que pure spéculation basée sur de vieilles photos. Elle dit que l'accusation n'a aucune preuve physique d'intention, aucun témoin de préméditation, rien d'autre que les accusations vengeresses d'une femme qui ne peut pas accepter que sa sœur ait trouvé le bonheur avec son ex-fiancé. Puis Amber monte à la barre et pleure en parlant de son dévouement à mes soins. Elle décrit le fait de se réveiller à 3 ans du matin pour m'aider à aller aux toilettes, de renoncer à sa vie sociale pour m'emmener à d'interminables rendez-vous médicaux, de faire des doubles shifts pour payer mon loyer après le départ de Luke. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse de Luke alors qu'ils étaient tous deux en deuil de mes blessures, que cela s'est produit naturellement et qu'aucun d'eux ne le voulait. Sa voix se brise lorsqu'elle dit « Je paie leur amour et leur sacrifice avec de fausses accusations parce que je suis amère et que je ne peux pas avancer. » Elle me regarde directement, les larmes coulant sur son visage, et je veux crier que tout est un acte, qu'elle a tout planifié, mais Virginia me serre l'épaule et me rappelle de rester silencieuse. Le juge écoute les 2 parties pendant 3 heures, puis annonce qu'il trouve suffisamment de preuves pour procéder à un procès. Il rejette la requête en irrecevabilité de la défense en se basant sur l'authentification du journal, la reconstruction de l'accident qui montre des incohérences avec la déclaration initiale d'Amber et le témoignage des témoins sur son comportement avant l'accident. L'avocate d'Amber a l'air furieuse et commence à argumenter, mais le juge la coupe. C'est alors que je vois le visage d'Amber changer. Elle arrête de pleurer instantanément
et me regarde de l'autre côté de la salle d'audience, avec une expression que je n'ai jamais vue auparavant. Froide, dure et calculatrice. Rien à voir avec la sœur coupable qui sanglotait sur mon lit d'hôpital. Pendant quelques secondes seulement, le masque tombe complètement et je vois la vraie Amber, celle qui a planifié mon accident et s'est fait passer pour une aide-soignante dévouée pendant 1 an. Puis elle cligne des yeux et les larmes recommencent, et elle cache son visage sur l'épaule de son avocate. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir parce que je continue de voir cette expression froide, et tout a soudain un sens. Emménager avec Luc et moi n'était pas de la culpabilité. C'était de la stratégie. Elle avait besoin d'un accès illimité à lui, et elle avait besoin de passer pour une sainte, afin que personne ne soupçonne jamais la vérité. Chaque repas qu'elle cuisinait, chaque rendez-vous de thérapie auquel elle m'emmenait, chaque fois qu'elle m'aidait à me doucher ou à aller aux toilettes, elle construisait son alibi tout en s'emparant systématiquement de ma relation. Elle s'est positionnée comme la confidente compréhensive lorsque Luc a commencé à prendre ses distances. Elle était toujours là quand il avait besoin de parler de la difficulté de mes soins. Elle se rendait indispensable pour nous deux, et tout le monde a loué son sacrifice alors qu'elle obtenissait exactement ce qu'elle voulait. Mes parents publient une déclaration aux informations locales le lendemain de l'audience. Je la regarde sur mon téléphone pendant que Lucie me ramène de la thérapie. Ils m'appellent une personne troublée qui a besoin d'une aide psychiatrique et affirment que j'ai toujours été jalouse d'Amber. Ils disent que mes blessures m'ont rendue paranoïaque et que je déforme des entrées de journal innocentes en preuve d'un crime qui n'a jamais eu lieu. Ils décrivent Amber comme une sœur dévouée qui a tout abandonné pour s'occuper de moi et insistent sur le fait que quiconque la connaît ne croirait jamais qu'elle est capable de blesser délibérément quelqu'un. L'information est diffusée avec un titre sur des sœurs déchirées par la tragédie et des accusations d'accident. Virginia m'appelle après avoir vu la déclaration et dit « Nous devons nous préparer immédiatement pour le procès ». Elle vient à mon appartement ce soir-là avec une pile de dossiers et m'avertit que témoigner sera brutal, car l'avocate d'Amber essaiera de me dépeindre comme amère et instable. Elle me coach pour rester calme et factuelle, peu importe ce qu'il demande. Nous pratiquons pendant des heures, elle me lançant des questions hostiles sur ma relation avec Amber avant l'accident, mon état mental après mes blessures, si je suis juste en colère parce que Luc l'a choisi. Elle m'apprend à faire une pause avant de répondre, à m'en tenir aux faits sans m'énerver, à regarder le jury plutôt qu'Amber quand je parle. Elle dit que la défense essaiera de me provoquer une explosion qui me fera paraître dérangée, et je ne peux pas leur donner ça. 3 mois après le dépôt des accusations, le détective Pope appelle avec des nouvelles qui changent à nouveau tout. Il a trouvé une police d'assurance vie lors d'une recherche d'archives financières contractée par Amber 2 semaines avant l'accident sur ma vie. La bénéficiaire est Amber et le montant de la police est de 500 000 $. Il dit que c'est énorme car il n'y a pas de raison innocente pour qu'elle assure ma vie juste avant l'accident, surtout pour ce montant alors que je n'avais pas de personne à charge et qu'elle n'avait aucun intérêt financier dans ma survie. C'est une autre preuve qu'elle a planifié cela, qu'elle obtiendrait un gain financier. Soit je mourrais, soit je finissais handicapée et dépendante de ses soins. Je suis assise dans mon fauteuil roulant, fixant mon téléphone après qu'il a raccroché, pensant à la façon dont Amber a dû remplir cette demande de police, sachant exactement ce qu'elle était sur le point de faire. Virginia convoque une réunion d'urgence avec le procureur du district le lendemain matin, et je me rends au bureau du procureur avec les documents de la police d'assurance serrés sur mes genoux. La procureure du district est une femme d'apparence fatiguée nommée Sarah Mitchell, qui écoute Virginia passer en revue la chronologie de l'achat de la police, la date de l'accident et le montant de la bénéficiaire. Elle me pose des questions directes pour savoir si Amber a déjà mentionné une assurance vie ou exprimé des inquiétudes pour ma sécurité avant l'accident. Et je lui réponds « Non, jamais. Pas une seule fois pendant toutes les années où nous étions sœurs. » La procureure sort le dossier original de l'affaire sur son ordinateur et lit les accusations d'agression, puis regarde Virginia et dit « La police d'assurance change tout car elle montre un motif financier en plus de l'obsession émotionnelle pour Luc. Elle dit qu'ils vont modifier les chefs d'accusation pour tentative de meurtre au 1er degré avec circonstances spéciales. Ce qui entraîne une peine potentielle de prison à vie si elle est reconnue coupable. » Je sens quelque chose changer dans ma poitrine quand elle prononce ces mots, car tentative de meurtre semble beaucoup plus réelle qu'agression. Beaucoup plus proche de ce qu'Amber a réellement fait lorsqu'elle nous a conduits à cette intersection. La lecture des chefs d'accusation pour les nouvelles charges a lieu 3 jours plus tard, et l'avocat d'Amber se lève, l'air en colère et sur la défensive. Il soutient qu'Amber a souscrit la police parce qu'elle s'inquiétait pour moi, travaillant des journées de 12 heures dans un travail stressant, et qu'elle voulait s'assurer que l'on s'occuperait de moi si quelque chose arrivait. Il dit que de nombreux frères et sœurs ont des assurances-vie entre eux, et que le timing n'est que de la malchance, et non une preuve d'intention criminelle. Virginia se lève et rétorque que le montant de la police est de 500 000 $, bien plus que ce qui serait nécessaire pour les frais funéraires ou les soins de base, et qu'Amber travaillait comme serveuse, gagnant à peine plus que le salaire minimum lorsqu'elle a d'une manière ou d'une autre trouvé l'argent pour les primes d'une police de cette taille. Elle souligne qu'Amber a souscrit la police exactement 2 semaines avant l'accident,
après avoir écrit des entrées détaillées dans le journal sur la planification de l'accident, et qu'aucune personne raisonnable ne considérerait cela comme une coïncidence. Le juge convient que la police d'assurance combinée aux entrées du journal et à la reconstruction de l'accident crée suffisamment de preuves pour les accusations de tentative de meurtre et rejette la motion de la défense visant à réduire les accusations à agression. Le détective Pope m'appelle une semaine après l'audience avec plus d'informations qui me donnent la nausée. Il dit que son équipe technique a récupéré l'historique de recherche Internet de l'ordinateur portable d'Amber et a découvert qu'elle avait fait des recherches sur l'intersection où l'accident s'est produit pendant au moins 6 semaines avant cette nuit-là. Elle a recherché l'emplacement des caméras de circulation dans la zone et a trouvé que cette intersection particulière avait un angle mort où le panneau stop était à peine visible sous certains angles. Elle a recherché les modèles météorologiques et les prévisions de pluie pour cette semaine spécifique. Elle a recherché les résultats de blessures de la moelle épinière et les statistiques de paralysie, y compris des articles médicaux détaillés sur le niveau de lésion de la colonne vertébrale qui cause quel type de handicap. Le détective Pope dit qu'elle a même cherché combien de temps il faut à quelqu'un avec une lésion T6 pour retrouver son indépendance et s'il aurait besoin de soins à temps plein. Il me dit que cela prouve qu'elle n'a pas été surprise par mes blessures comme elle l'a affirmé, car elle a fait des recherches sur le résultat exact qu'elle cherchait à provoquer. Je suis assise dans mon fauteuil roulant, fixant mon téléphone après qu'il a raccroché, pensant à Amber lisant des articles médicaux sur la paralysie et décidant que détruire ma colonne vertébrale était un prix acceptable pour avoir Luke. Luke appelle le détective Pope 2 semaines plus tard, et je l'apprends lorsque le détective me contacte pour me dire que Luke veut faire une déclaration. Le détective Pope dit que Luke a trouvé d'anciens messages textes sur un téléphone qu'il avait cessé d'utiliser avant l'accident. Des messages d'Amber qu'il n'a jamais vus parce qu'ils sont allés à un compte qu'il consultait rarement. Les messages parlèrent de la façon dont Luke et Amber seraient parfaits ensemble et comment je n'appréciais pas ce que j'avais avec lui. Elle a écrit que Luke méritait quelqu'un qui le mettrait en premier au lieu de travailler tout le temps. Quelqu'un qui ferait de lui le centre de son monde comme elle le ferait. Le détective Pope dit que Luke avait l'air sous le choc au téléphone. Comme s'il comprenait enfin qu'il n'était pas un gars qui est tombé amoureux pendant une tragédie, mais une cible qu'Amber chassait depuis des mois avant l'accident. J'accepte de laisser Luke faire sa déclaration parce que, même si je le déteste pour m'avoir quitté et être sorti avec ma sœur, son témoignage sur le comportement d'Amber pourrait aider l'affaire. Luke rencontre le détective Pope et Virginia au bureau du procureur et ils enregistrent sa déclaration complète pendant 3 heures. Virginia m'appelle après et dit que Luke a admis qu'Amber l'a activement encouragé à prendre ses distances avec moi pendant ma convalescence. Il dit qu'elle faisait des commentaires sur la difficulté de mes soins et comment personne ne lui en voudrait d'avoir besoin d'espace. Elle s'est positionnée comme la personne compréhensive qui partageait son fardeau et ne le jugeait jamais pour avoir du mal avec mon handicap. Elle suggérait qu'il fasse des voyages d'affaires lorsque j'avais des journées de thérapie difficiles. Elle lui disait que je m'en sortirais très bien avec elle seule. Elle lui facilitait l'évitement des parties difficiles de mes soins. Luke dit qu'il pensait qu'elle était juste solidaire et lui donnait la permission de prendre soin de lui. Mais maintenant, il voit comment elle a manipulé chaque interaction pour créer un fossé entre nous. Virginia dit que Luke s'est effondré pendant la déclaration et a admis qu'il a l'impression qu'Amber l'a préparé de la même manière qu'elle a préparé l'accident. Que chaque geste gentil et chaque parole compréhensive étaient calculés pour l'amener exactement là où elle voulait. Son témoignage sera puissant au procès car il montre que la manipulation n'a pas commencé après l'accident, mais faisait partie du plan d'Amber depuis le début. Ma mère m'appelle le jour après que Luke a fait sa déclaration, et je réponds, pensant que peut-être elle est enfin prête à croire la vérité. Au lieu de cela, elle me crie dessus en disant que Luke ment pour sauver sa propre réputation, qu'il trahit Amber parce qu'il sait que les gens pensent qu'il est une mauvaise personne pour sortir avec la sœur de son ex. Elle dit que Luke est faible et égoïste, et qu'il invente des histoires de manipulation parce qu'il ne peut pas admettre qu'il est tombé amoureux honnêtement. Mon père prend le téléphone et me dit qu'ils ont engagé un avocat pour Amber en utilisant leurs économies de retraite, qu'ils vont se battre contre ces accusations avec tout ce qu'ils ont. Il dit que je suis morte pour eux, qu'ils n'ont plus qu'une seule fille maintenant, et c'est celle qui est en prison à cause de mes mensonges. Il dit qu'ils ont dit à la famille élargie de ne pas me contacter, que je ne fais plus partie de la famille, et qu'ils ne veulent pas que mon poison se propage à quelqu'un d'autre. J'essaie de leur parler de la police d'assurance et des recherches sur Internet, mais ma mère commence à sangloter, et mon père raccroche. Je reste là, tenant mon téléphone, pensant à la façon dont Amber ne m'a pas seulement pris mes jambes et mon fiancé. Elle a pris ma famille entière parce qu'ils préfèrent croire que je suis folle plutôt que d'accepter ce qu'est réellement leur fille cadette. La date du procès est fixée à début septembre, 5 mois après l'arrestation d'Amber pour les accusations de tentative de meurtre. Virginia vient à mon appartement et s'assoit en face de moi à la table de la cuisine, ses dossiers juridiques étalés entre nous. Elle me dit que nous avons des preuves solides, mais que les jurés sont difficiles à prédire, surtout dans les affaires impliquant des membres de la famille. Elle dit que certaines personnes ne pourront pas croire qu'une sœur ait planifié quelque chose d'aussi calculé, puis passer 1 an à se faire passer pour une aide-soignante dévouée.
Elles regarderont Amber pleurer à la barre et penseront qu'il doit y avoir une autre explication. Que peut-être le journal était de la fantaisie, ou que la police d'assurance était une coïncidence. Ou que l'accident n'était vraiment que de la malchance que je transforme en conspiration. Virginia dit que nous devons être préparés à la possibilité que, même avec toutes nos preuves, le jury pourrait ne pas condamner. Et je dois décider maintenant si je peux vivre avec ce résultat. Elle me demande si je veux envisager un accord de plaidoyer si la défense en propose un. Si des conséquences garanties pourraient être meilleures que de risquer un procès qui pourrait aboutir à un acquittement. Je lui dis que je veux aller au procès parce que j'ai besoin que 12 étrangers entendent ce qu'Amber a fait et choisissent de me croire même si mes propres parents ne le feront pas. Je passe les semaines suivantes à revoir chaque souvenir que j'ai d'Amber avant l'accident, essayant de trouver des signes que j'ai manqués de son obsession et de sa capacité à la violence. Je me souviens qu'elle posait des questions détaillées sur ma relation avec Luc, voulant savoir comment nous nous étions rencontrés, et ce qui le rendait spécial, et si j'étais jamais inquiète de le perdre. Je me souviens qu'elle se présentait à des endroits où elle savait que Luc serait. Toujours avec une excuse pour être dans le quartier ou rencontrer une amie à proximité. Je me souviens de petits moments de jalousie lorsqu'elle parlait de mon travail, de mon appartement ou de mes projets avec Luc. De petites lueurs de quelque chose d'amer dans son expression qui disparaissait si vite que je pensais les avoir imaginées. Mais rien ne m'a préparé à la vérité qu'elle était prête à détruire ma vie pour prendre ce qu'elle voulait. Qu'elle pouvait planifier ma paralysie comme on planifie des vacances, puis pleurer à côté de mon lit d'hôpital comme si son cœur était brisé. Je parle à ma thérapeute de cette relecture des souvenirs et elle dit « La trahison traumatique réécrit toute votre histoire parce que vous ne pouvez faire confiance à aucun moment antérieur. Vous ne pouvez pas savoir quelles interactions étaient réelles et lesquelles étaient Amber calculant son prochain mouvement. » Lucie m'accompagne à chaque rendez-vous médical et séance de thérapie pendant la période précédant le procès. Et Virginia travaille d'innombrables heures pour construire le cas le plus solide possible. Elles sont les seules personnes qui me croient complètement, sans remettre en question ma santé mentale, ni suggérer que je pourrais mal interpréter les preuves. Lucie me tient la main pendant les crises de panique lorsque je me réveille des cauchemars de l'accident. Et Virginia m'appelle tous les quelques jours pour me tenir au courant de l'évolution de l'affaire et me rappeler que nous allons traverser cela. Elles sont devenues mes ancres dans un monde où ma famille pense que je délire. Et mon ex-fiancé témoigne d'avoir été manipulé par la sœur qui m'a paralysée. Je réalise que ces deux femmes m'ont donné plus de soutien authentique en 6 mois que mes parents ne m'en ont donné pendant toute l'année suivant l'accident. Et que la famille que je construis maintenant est plus forte que celle qui m'a abandonnée. 2 semaines avant la date du procès, l'avocat d'Amber contacte Virginia concernant un accord de plaidoyer. Il dit « Amber plaidera coupable d'agression au 2e degré en échange d'une peine de 3 à 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle. » Virginia m'apporte l'offre et expose les options pendant que je suis assise dans mon fauteuil roulant, essayant de comprendre ce que cela signifie. Elle explique qu'un accord de plaidoyer garantit qu'Amber subira des conséquences et admettra sa culpabilité, mais l'agression ne reflète pas la préméditation et la planification que reconnaissent les accusations de tentative de meurtre. Elle dit « Si nous allons au procès et que nous gagnons, Amber pourrait obtenir la prison à vie. Mais si nous perdons, elle est libre, et je n'obtiens rien. » L'accord de plaidoyer est l'option sûre qui garantit qu'Amber purge une peine, mais cela signifie aussi lui permettre de minimiser ce qu'elle a fait et de sortir dans quelques années pour vivre la vie qu'elle m'a volée. Virginia me dit que c'est ma décision et qu'elle soutiendra mon choix. Mais je dois comprendre les risques des 2 options. Je la regarde de l'autre côté de la table et dis que je rejette l'accord de plaidoyer parce que je veux qu'un jury entende la vérité complète sur ce qu'Amber a planifié et exécuté. Et je suis prête à tout risquer pour l'opportunité que 12 personnes la voient pour ce qu'elle est vraiment. Virginia me regarde de l'autre côté de la table et hoche lentement la tête. Elle me dit qu'elle respecte mon choix et me prévient à nouveau que les jurys sont imprévisibles, mais qu'elle construira le cas le plus solide possible. Pendant les 2 semaines suivantes, elle travaille sans relâche à préparer des preuves, à former des témoins et à revoir des scénarios de contre-interrogatoire avec moi jusqu'à ce que je puisse réciter mon témoignage sans m'effondrer. Lucie reste avec moi la plupart des nuits car je ne peux pas dormir. Mon esprit s'emballe en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner au procès. Le matin du 15 mars arrive, froid et gris, 18 mois après l'accident qui a détruit ma vie. Je m'habille avec soin dans l'ensemble que Virginia m'a aidé à choisir. Professionnel, mais pas trop formel. Voulant que le jury me voie comme une personne réelle et pas seulement comme une victime. Lucie me conduit au palais de justice et m'aide à naviguer dans l'entrée accessible tandis que les journalistes crient des questions que j'ignore. La salle d'audience est plus petite que ce à quoi je m'attendais. Des lambris de bois et des lumières fluorescentes qui rendent tout délavé. Je me dirige vers la table du procureur à côté de Virginia, et c'est alors que je vois Amber de l'autre côté de l'allée pour la première fois depuis que j'ai trouvé son journal. Elle porte une robe bleue qui la fait paraître jeune et innocente, ses cheveux attachés. Pas de maquillage, à part le mascara qui a déjà coulé comme si elle avait pleuré. Nos yeux se rencontrent pendant une seule seconde, et son visage est vide. Aucune émotion du tout. Rien à voir avec la sœur sanglotante qui m'a serrée dans ses bras à l'hôpital.
Le juge entre et tout le monde se lève, sauf moi. Et je ressens cette familiarité honte de mon fauteuil roulant avant de me souvenir pourquoi nous sommes ici. La déclaration liminaire de Virginia expose les preuves pièce par pièce. Les entrées du journal, la police d'assurance, les recherches sur Internet, la physique impossible du prétendu coup de volant d'Amber. L'avocat d'Amber rétorque que le journal est de la fiction, que l'assurance était une protection innocente, que ma douleur m'a transformée en quelqu'un qui voit la conspiration au lieu d'accepter que des accidents se produisent. L'accusation appelle Tommy en premier, et il guide le jury à travers sa reconstruction de l'accident avec des diagrammes et des photos. Il explique comment le prétendu coup de volant défensif d'Amber aurait éloigné la voiture de l'autre conducteur, et non vers lui, et comment les schémas de dommages montrent qu'elle a tourné directement dans la zone d'impact. L'avocat d'Amber essaie de le dérouter avec des questions techniques. Mais Tommy reste calme et clair, le rendant assez simple pour que tout le monde comprenne. Tabitha témoigne ensuite sur Amber se présentant à notre immeuble de bureau, observant Luke à travers les fenêtres, posant constamment des questions sur notre relation. Elle décrit avoir trouvé Amber sur le parking une fois, assise dans sa voiture à l'extérieur de l'endroit habituel de Luke, et à quel point cela lui a semblé étrange même avant l'accident. Albert monte à la barre après le déjeuner et explique son analyse médico-légale en détail. Comment il a vérifié l'authenticité du journal, grâce au vieillissement du papier, à l'oxydation de l'encre et à la comparaison de l'écriture. Il montre au jury des échantillons de l'écriture d'Amber d'avant l'accident, soulignant les formations de lettres distinctives et les schémas de pression qui correspondent exactement aux entrées du journal. L'avocat d'Amber suggère que le journal pourrait être des contrefaçons récentes utilisant du vieux papier. Mais Albert le réfute avec une certitude scientifique qui fait paraître l'avocat stupide. Puis Virginia appelle Luke et je le vois marcher vers la barre des témoins, l'air 10 ans plus vieux que l'homme qui m'a quitté. Sa voix tremble lorsqu'il décrit comment Amber l'a encouragé à prendre ses distances avec moi pendant ma convalescence. Toujours avec des mots compréhensifs sur à quel point cela devait être difficile pour lui et comment il méritait aussi du soutien. Il admet qu'il était trop aveugle et égoïste pour voir ce qu'elle faisait. Comment elle s'est positionnée comme l'amie compréhensive qui partageait son fardeau tout en créant un fossé entre nous. Il parle d'avoir trouvé les vieux messages textes d'avant l'accident, où Amber lui disait que je ne l'appréciais pas et à quel point ils seraient parfaits ensemble. Des messages qu'il a supprimés et oubliés jusqu'à ce que le détective Pope les récupère. L'avocat d'Amber essaie de le dépeindre comme un ex-amer essayant de sauver sa réputation. Mais la honte et le regret évident de Luke le rendent crédible. Le juge déclare une pause et Virginia me dit que je m'en sors très bien en restant impassible. Que le jury observe comment je réagis à tout. Le 3e jour commence avec mon témoignage et je me dirige vers la barre des témoins dans mon fauteuil roulant, sentant que je pourrais vomir. Virginia me guide à travers ma relation avec Amber avant l'accident. Les petits moments de jalousie que j'ai ignorés, son obsession pour Luke que je pensais n'être qu'un intérêt fraternel. Je décris l'accident en détail, ce qu'Amber a dit après, comment elle a pleuré et s'est excusée et a emménagé pour s'occuper de moi. Je leur parle de l'année de soins, à quel point elle semblait dévouée, comment elle a pris le contrôle de ma vie pendant que j'étais reconnaissante de son sacrifice. Puis je décris la découverte du journal, la lecture de ses entrées, la compréhension que tout était planifié. L'avocat d'Amber me contre-interroge pendant 3 heures, me demandant si je suis jalouse de la relation d'Amber avec Luke, si mes médicaments contre la douleur affectent mon état mental, si j'ai déjà été traitée pour des pensées paranoïaques. Virginia m'a préparée à cela, et je reste calme, répondant à chaque question avec des faits plutôt qu'avec des émotions. J'explique que je ne suis pas jalouse, je suis en colère parce que ma sœur m'a délibérément paralysée, et il y a une différence. L'avocat brandit l'entrée du journal sur l'intersection et demande si je suis sûre que ce n'est pas juste de l'écriture créative. Un scénario de fiction qu'Amber a imaginé. Je regarde directement le jury et je leur dis que personne n'écrit des plans détaillés pour paralyser sa sœur comme de la fiction, et personne ne souscrit une police d'assurance vie sur quelqu'un comme recherche pour une histoire. Le 4e jour, Amber monte à la barre et pleure tout au long de son témoignage. Elle insiste sur le fait que le journal était de la pratique de fiction pour un cours d'écriture créative qu'elle envisageait de suivre, qu'elle ne pensait rien de tout cela. Elle affirme que la police d'assurance était due au fait qu'elle s'inquiétait que je travaille de si longues heures, qu'elle voulait s'assurer que l'on s'occuperait de moi si quelque chose arrivait. Elle parle de son dévouement à mes soins après l'accident. Des sacrifices qu'elle a faits, à quel point elle m'aimait et m'aime toujours malgré tout. Elle décrit sa relation avec Luke comme quelque chose qui a grandi naturellement à partir d'un traumatisme partagé, qu'ils se sentaient tous les deux coupables de tomber amoureux, mais ne pouvaient pas arrêter leurs sentiments. Son avocat lui demande si elle a délibérément causé l'accident, et elle regarde directement le jury, les larmes coulant sur son visage, et dit « Non, je ne lui ferai jamais de mal. » L'accident a été le pire moment de sa vie. Le contre-interrogatoire de Virginia est brutal et précis. Elle guide Amber à travers chaque entrée du journal, lui demandant d'expliquer chacune comme de la fiction, et les explications deviennent de plus en plus faibles. Elle soulève la police d'assurance vie
et demande pourquoi Amber n'en a jamais parlé, ni à moi, ni à personne d'autre si c'était une protection innocente. Elle montre à Amber l'historique de recherche Internet sur les blessures de la moelle épinière et demande pourquoi elle faisait des recherches sur les résultats de la paralysie avant l'accident si elle ne prévoyait pas d'en causer un. Les réponses d'Amber deviennent plus désespérées et contradictoires jusqu'à ce qu'elle se limite finalement à répéter qu'elle ne l'a pas fait. Ce n'était pas intentionnel. Tout le monde déforme ses paroles. Le jury reçoit l'affaire le vendredi après-midi et Virginia m'avertit que cela pourrait prendre des jours avant qu'ils n'arrivent à un verdict. Je retourne à l'appartement de Lucy et j'essaie de fonctionner comme une personne normale. Mais je ne peux ni manger, ni dormir, ni penser à autre chose qu'à ces 12 personnes qui décident si elles me croient. Lucy essaie de me distraire avec des films et de la cuisine, mais je ne fais que regarder mon téléphone en attendant l'appel de Virginia. Le samedi se passe dans un brouillard d'anxiété. Le dimanche, j'assiste à une réunion de groupe de soutien pour personnes handicapées et j'essaie de me concentrer sur les problèmes des autres, mais mon esprit revient sans cesse à la salle du jury. Le lundi matin, Virginia appelle et me dit que le jury a rendu un verdict. Nous devons nous rendre immédiatement au tribunal. Mes mains tremblent tellement que Lucy doit m'aider à m'habiller. La salle d'audience se remplit rapidement. Des journalistes et des badauds remplissent à la galerie. Amber est assise à la table de la défense, l'air pâle et petite, ses parents derrière elle, se tenant la main. Mes parents sont également là, me regardant comme si c'était moi qui avais commis un crime. Le juge entre et demande au président du jury s'ils ont rendu un verdict. Il se lève, un homme plus âgé aux cheveux gris et aux yeux gentils, et dit oui. Le juge lui demande de le lire, et mon cœur bat si fort que je pense que tout le monde peut l'entendre. Coupable de tous les chefs d'accusation, y compris tentative de meurtre. Le visage d'Amber s'effondre et elle pousse un cri comme un animal blessé. Son avocat pose sa main sur son épaule pendant qu'elle sanglote. Mes parents se précipitent hors de la salle d'audience et je peux entendre ma mère se lamenter dans le couloir. Je ne ressens rien d'autre qu'une froide satisfaction que 12 étrangers m'aient cru alors que ma propre famille ne l'a pas fait. Virginia me serre la main et murmure que justice a été rendue. Mais je suis toujours engourdie, toujours en train de réaliser que c'est vraiment fini. 2 semaines plus tard, je suis de retour dans la même salle d'audience pour la sentence. Virginia m'a aidé à rédiger une déclaration d'impact de la victime, et je l'ai pratiquée encore et encore jusqu'à ce que je puisse la lire sans pleurer. Lorsque le juge m'appelle, je me dirige vers l'avant dans mon fauteuil roulant et je lis le papier dans mes mains tremblantes. Je dis à la cour qu'Amber ne m'a pas seulement enlevé la capacité de marcher, elle a volé mon fiancé, ma famille et mon sentiment de sécurité dans le monde. J'explique que je ne pourrai plus jamais faire confiance à qui que ce soit de la même manière, que je regarde chaque geste serviable et me demande ce que les gens veulent vraiment de moi. Je décris la réalité quotidienne de la paralysie, des cathéters et des escarres, et de la douleur constante, sachant que ma sœur a choisi cela pour moi parce qu'elle voulait mon petit ami. Quand j'ai fini, le juge me remercie et demande si Amber veut faire une déclaration. Elle se lève en pleurant et insiste sur le fait qu'elle est innocente, qu'elle n'a jamais voulu me faire de mal, que tout le monde a fait une terrible erreur. Le juge la coupe et dit « Le jury a parlé et la preuve était accablante ». Il la condamne à 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 10 ans. Les gardes emmènent Amber menottée alors qu'elle crie qu'elle ne l'a pas fait, et je la regarde disparaître par la porte latérale, sentant que je peux enfin respirer à nouveau. Ce soir-là, je reçois un email de l'avocat de mes parents avec un message formel. Ils me déshéritent et ne me pardonneront jamais d'avoir mis leur fille cadette en prison. Ils ne veulent plus jamais avoir de contact avec moi, et je dois me considérer comme exclue de la famille. Je le lis 2 fois, puis je le supprime sans répondre. J'ai déjà pleuré la perte de ma famille pendant le procès. J'ai déjà accepté qu'ils aient choisi Amber plutôt que la vérité, et elle plutôt que la justice. Lucy et Virginia sont ma famille maintenant. Les personnes qui m'ont cru quand c'était important, et cela suffit. 3 semaines après la sentence, Luc m'envoie un message texte me demandant si nous pouvons nous voir pour parler. Je fixe le message pendant 2 jours, avant de répondre que je le verrai une fois dans un café près de mon appartement. Lucy propose de m'accompagner. Mais je lui dis que je dois faire cela seule. J'arrive 15 minutes en avance et je positionne mon fauteuil roulant à une table de coin où je peux voir la porte. Luc entre, l'air plus mince que dans mes souvenirs. Des cernes sous les yeux et portant une chemise froissée comme s'il avait oublié de prendre soin de lui. Il s'assoit en face de moi et commence immédiatement à pleurer, s'excusant encore et encore d'avoir été aveugle et faible et d'avoir permis à Amber de le manipuler pour qu'il me quitte. Il explique comment elle l'a lentement convaincu que je serais mieux sans lui. Comment elle s'est rendue indispensable tout en me dépeignant comme de plus en plus déprimée et difficile. Comment elle l'a isolé d'amis communs qui auraient pu remettre en question ce qui se passait. J'écoute sans interrompre pendant qu'il décrit la culpabilité qui le ronge vivant depuis qu'il a témoigné. Comment il ne peut pas dormir sachant qu'il m'a quitté quand j'avais le plus besoin de lui et qu'il est tombé amoureux de la personne qui a délibérément détruit ma vie. Quand il arrête finalement de parler, je prends une inspiration et je lui dis que je le pardonne d'avoir été manipulée parce qu'Amber était calculatrice.
patiente et bonne dans ce qu'elle faisait. Mais je lui dis aussi que nous ne pourrons plus jamais avoir de relation, pas d'amitié, pas de contact, ni rien parce que trop de choses sont brisées entre nous et que j'ai besoin d'avancer sans les rappels de ce qu'elle m'a enlevé. Il hoche la tête et essuie ses yeux en disant qu'il comprend et qu'il déménagera dans un autre état le mois prochain pour recommencer ailleurs. Personne ne saura ce qui s'est passé. Il espère que je trouverai la paix et le bonheur malgré tout ce qu'Amber m'a volé. Et je lui dis que j'espère qu'il trouvera la même chose avant de quitter le café dans mon fauteuil roulant sans regarder en arrière. Virginia m'appelle la semaine suivante pour discuter d'intenter un procès civil contre Amber pour mes frais médicaux continus et les pertes financières dues à l'accident. Nous passons des heures à examiner les factures et à calculer les dépenses. Tout, du séjour initial à l'hôpital à l'équipement adapté, en passant par les salaires perdus du travail que j'ai dû quitter. Le procès civil prend 8 mois à passer par les tribunaux. Mais finalement, nous obtenons un jugement de plus de 2 millions de dollars qui sera payé avec tout l'argent qu'Amber gagnera après sa libération de prison, et tout actif qu'elle pourrait acquérir. Virginia m'avertit que je ne verrai probablement jamais la majeure partie de l'argent, car Amber travaillera probablement à des emplois au salaire minimum et cachera ses revenus. Mais avoir le jugement enregistré est ressenti comme une autre forme de justice et garantit qu'elle ne pourra pas tirer profit de son crime par des contrats de livres ou des apparitions dans les médias. Pendant le processus de la poursuite, une organisation de défense des droits des personnes handicapées me contacte, me demandant si je serais disposée à prendre la parole à leur conférence annuelle sur mon expérience. Au début, je suis terrifiée. Mais Lucie m'encourage à partager mon histoire, disant que cela pourrait aider d'autres personnes à reconnaître la manipulation et les abus de la part des aidants. J'écris et réécris mon discours une douzaine de fois, en me concentrant sur la façon dont les personnes handicapées sont vulnérables à ceux qui contrôlent leurs soins quotidiens et à quel point il est important de maintenir des relations extérieures et des systèmes de soutien. La première fois que je me présente devant une salle de 200 personnes, mes mains tremblent tellement que je peux à peine tenir mes notes. Mais après, 3 personnes s'approchent pour me dire que mon histoire les aide à comprendre leur propre situation. Je commence à prendre la parole lors de plus d'événements, affinant mon message et me connectant avec des groupes de défense. Et lentement, je trouve un but dans le traumatisme en aidant les autres à éviter ce qui m'est arrivé. Un matin, Lucie et moi prenons un café quand elle mentionne le nombre de personnes qui lui ont demandé des recommandations sur la façon de naviguer dans le système de soins de santé après de nouveaux handicaps. Nous commençons à parler de la confusion et de l'accablement que tout cela représentait pour moi au début, à quel point il était difficile de trouver des services de soutien fiables, de comprendre la couverture d'assurance et de localiser des logements accessibles. En un mois, nous avons rédigé un plan d'affaires pour un service de consultation, aidant les personnes nouvellement handicapées et leurs familles à résoudre les aspects pratiques de leur vie changée. Nous commençons modestement, travaillant avec des clients le soir et le week-end, mais en 6 mois, nous sommes assez occupés pour que Lucie réduise ses heures de physiothérapie et je travaille à temps plein depuis la maison. Utiliser mon expérience pour aider les autres crée du sens à partir de la douleur et me redonne une partie du contrôle que j'ai perdu lorsqu'Amber a détruit mon corps. 6 mois après le procès, je réalise que j'ai besoin de quitter cette ville où tout me rappelle Amber, Luke et la vie que j'ai perdue. Je passe des semaines à chercher des logements accessibles dans différents endroits avant de trouver un appartement dans une ville à 3 états de distance, avec un centre-ville animé et une communauté de personnes handicapées actives. L'appartement est au rez-de-chaussée d'un immeuble rénové avec des portes larges et une douche à l'italienne. Et le quartier a des magasins et des restaurants accessibles et des transports en commun. Déménager est épuisant et effrayant, mais aussi excitant. Comme si j'étais enfin en train de construire une vie qui est entièrement la mienne, au lieu de vivre dans l'ombre de ce qui m'a été enlevé. Je ne dis pas à mes parents que je pars, car nous ne nous sommes pas parlé depuis qu'ils m'ont déshérité. Et je ne le dis pas à Luc, car il ne fait plus partie de ma vie. J'emballe simplement mes affaires et je pars, avec Lucie m'aidant à charger le camion de déménagement et promettant de me rendre visite tous les quelques mois. Ma nouvelle thérapeute m'est recommandée par le centre local pour personnes handicapées et elle se spécialise dans le traumatisme et le deuil. Nous passons des séances à traiter la réalité compliquée de perdre ma mobilité, ma famille et ma sœur en même temps, pleurant de multiples pertes qui se sont produites par couches sur 2 ans. Elle m'aide à comprendre que la guérison n'est pas une ligne droite et que certains jours, je ressentirai toujours la colère et la trahison aussi intensément que le jour où j'ai trouvé le journal d'Amber. Mais ces jours sont de moins en moins fréquents à mesure que je construis de nouvelles expériences et relations. Elle m'enseigne des techniques pour gérer la colère lorsqu'elle survient et me rappelle que la ressentir ne signifie pas que je ne guéris pas. Cela signifie simplement que je suis humaine et que ce qui m'est arrivé était véritablement terrible. Je commence à recontacter de vieux amis qui ont disparu après l'accident. Des personnes avec qui j'ai travaillé ou que j'ai fréquentées à l'université et qui ont cessé d'appeler lorsque j'ai été blessée. Certains d'entre eux ne répondent pas, mais d'autres s'excusent de ne pas avoir gardé le contact, admettant qu'ils ne savaient pas comment gérer mon handicap ni quoi me dire. Certains d'entre eux redeviennent une partie de mon système de soutien, apprenant l'accessibilité en fauteuil roulant et posant des questions au lieu de faire des suppositions. Nous nous réunissons pour des dîners, des films et des soirées-jeux,
Et je me souviens lentement ce que ça fait d'avoir des amis qui me connaissaient avant que tout ne change et qui veulent toujours me connaître maintenant. Un an après le procès, je suis assise dans mon appartement, regardant la vie que j'ai construite et réalisant que je suis sincèrement heureuse pour la première fois depuis avant l'accident. J'ai un travail significatif qui aide d'autres personnes handicapées grâce à l'entreprise de consultation, une communauté d'amis qui me soutiennent d'une manière qui compte, et un sentiment de paix que je n'aurais jamais cru trouver après tout ce qui s'est passé. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire de la communauté de défense des droits des personnes handicapées, un autre utilisateur de fauteuil roulant qui me voit comme une personne entière au lieu d'une victime, d'une inspiration ou d'une tragédie. Nous y allons doucement, mais il y a quelque chose de réel qui grandit entre nous, quelque chose basé sur qui nous sommes vraiment au lieu de qui nous étions ou aurions pu être. Je réalise qu'Amber m'a pris mes jambes, ma vie d'avant, ma famille et mon fiancé, mais elle n'a pas pu me prendre ma force ou ma capacité à créer un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Elle a essayé de me détruire pour obtenir ce qu'elle voulait. Et au lieu de cela, elle m'a libérée pour devenir quelqu'un de plus fort que je ne l'étais auparavant. Quelqu'un qui a survécu à sa trahison et a construit quelque chose de réel à partir des décombres. La vie que j'ai maintenant ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé avant l'accident. Mais elle est la mienne, et elle est pleine de gens qui m'aiment sincèrement et d'un travail qui me donne un but. Et cela est plus que suffisant. 2 ans après avoir trouvé le journal, j'invite Lucy et Virginia à mon appartement pour ce que j'appelle un brûlage. J'avais gardé le journal sous clé dans un coffre-fort ignifuge depuis la fin du procès, ne sachant pas quoi en faire maintenant qu'Amber est en prison et que l'affaire est classée. Nous allons dans la petite cour derrière mon immeuble où se trouve un foyer métallique que le propriétaire autorise les résidents à utiliser. Je me rapproche dans mon fauteuil roulant juste assez pour sentir la chaleur, tandis que Lucy m'aide à arracher les pages une par une et à les laisser tomber dans les flammes. Le papier se recroqueville et noircit, l'encre bouillonne et disparaît alors que les mots qui ont détruit ma vie se transforment en cendres. Virginia se tient à côté de moi, la main sur mon épaule, et Lucy continue de jeter des pages dans le feu jusqu'à ce que le journal disparaisse complètement. La fumée s'élève et s'en va avec le vent, emportant avec elle la dernière preuve physique de la trahison d'Amber. Je regarde les cendres se disperser et je réalise que je ne pleure pas, que je ne tremble pas, ni que je ne ressens la rage qui me consumait lorsque je pensais à ce qu'elle a fait. Je me sens juste fatiguée et prête à lâcher prise. Après que le feu se soit éteint, nous restons assises dans la cour à boire du café et à parler d'autres choses. Des choses normales comme la nouvelle relation de Lucy et le travail bénévole de Virginia à la clinique juridique. Personne ne mentionne Amber, le procès ou l'accident. Nous existons simplement ensemble dans le présent, et cela est ressenti comme sa propre forme de liberté. J'ai pensé à écrire un livre sur tout ce qui s'est passé. Non pas par vengeance ou pour attirer l'attention, mais pour aider d'autres personnes à reconnaître les relations de manipulation avant qu'il ne soit trop tard. Surtout les relations au sein des familles où l'abus se cache derrière des mots comme l'amour, les soins et le dévouement. Je veux que les gens comprennent que le handicap vous rend vulnérable d'une manière qui n'est pas évidente. Que les aidants ont un pouvoir qui peut être utilisé pour faire du mal. Qu'il arrive que les personnes qui semblent les plus dévouées soient celles qui vous détruisent de l'intérieur. Ma vie ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé avant l'accident. Je n'ai pas la carrière pour laquelle j'ai travaillé, ni la famille avec laquelle j'ai grandi, ni l'avenir que j'avais prévu, mais j'ai Lucy et Virginia et les autres amis que j'ai rencontrés grâce à la communauté des personnes handicapées. J'ai un travail qui compte et qui aide les gens qui traversent ce que j'ai survécu. J'ai un petit appartement qui est le mien, et une vie qui est réelle, et pleine de gens qui m'aiment sincèrement sans condition ni plan caché. Et d'une certaine manière, après tout ce qu'Amber a pris et tout ce que j'ai perdu, cela est plus que suffisant.